baie de Marseille et donc j'ai la chance d'avoir cette vue extraordinaire. Mon expérience actuelle, par ma relation actuelle à l'art, je dirais qu'elle est quand même assez fortement marquée par mon expérience professionnelle récente. De par ce que fait le MUSEM, de par ses missions, j'ai été conduit à découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout avant de venir, à savoir ce qu'on appelle l'art populaire. Et être au MUSEM, ça veut dire s'interroger sur ce que signifie l'art populaire, quand soi-même on n'a pas forcément une culture artistique très poussée, mais en tout cas on a une relation habituelle à ce que l'on appelle plutôt l'art savant d'habitude. Donc cette espèce de dialectique entre l'art populaire et l'art savant est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé depuis que je suis au MUSEM, de même que m'a profondément interrogé la question de l'art contemporain dans un musée de société. Quelle était la place, quelle peut être la place des artistes dans un musée qui parle des phénomènes de société. Et je suis profondément convaincu que les artistes d'aujourd'hui parlent beaucoup mieux souvent que les ethnologues de ce qui se passe réellement dans le monde actuel. Donc c'est une relation un peu particulière. Et enfin, j'ajouterais que à l'occasion de mes fonctions au MUSEM, j'ai participé à ce qu'on appelle un chantier des collections, c'est-à-dire qu'on a transféré l'ensemble des collections qui étaient dans un bâtiment à Paris, au Bois de Boulogne, l'ancien musée des arts et traditions populaires, pour les installer dans nos réserves toutes nouvelles à Marseille, et qu'à cette occasion-là, j'ai pris connaissance de l'aspect matériel, physique de l'œuvre d'art. Ce sont des choses auxquelles on ne pense pas quand on n'est pas soi-même un homme de musée, à savoir qu'est-ce que ça veut dire conserver une œuvre, les questions toutes bêtes de température, d'hygrométrie, de conditions de stockage, dans quelle mesure une œuvre peut-elle voyager ou ne peut-elle pas voyager, qu'est-ce que ça veut dire restaurer une œuvre d'art. Toutes ces questions-là, je ne me les étais pas posées avant ces années récentes en fait. Sur l'objet lui-même, s'intéresser aux conditions matérielles de conservation de l'œuvre, ce qui est au fond le métier quotidien des conservateurs, ce que je ne suis pas un conservateur de musée. Mais ça oblige à la voir autrement. Et je dois dire que pour avoir depuis 5 ans présidé des commissions d'acquisition, ce qui est un des métiers les plus passionnants qu'on puisse faire, vous avez des gens qui vous présentent des objets pour rentrer dans les collections, et on en débat à plusieurs pour finir en définitive par choisir de l'acheter ou de ne pas l'acheter. On est obligé forcément de s'interroger sur les conditions de conservation. Et s'agissant des objets du quotidien, des objets d'art populaire, des objets de l'environnement, de votre vie quotidienne, vous avez tout le temps, en particulier aujourd'hui, des questions à vous poser sur la conservation. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter telle ou telle chose de votre quotidien qui vous paraît aujourd'hui tout à fait intéressante pour illustrer le propos de telle ou telle exposition? Je pense par exemple aux questions que nous nous sommes posées pour acquérir des costumes de carnaval ou des masques qui sont dans des matériaux particulièrement fragiles ou qui vont s'altérer très vite avec le temps. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ces œuvres, de les faire rentrer dans les collections où nous allons leur donner un statut sacré en quelque sorte? Une œuvre rentrée dans les collections devient inaliénable, est là pour l'éternité en théorie, et donc nous devons ensuite la conserver. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça alors que nous savons que les problèmes de conservation que ça va poser vont être insolubles ou quasiment? Voilà le genre de questions qu'on se pose, et du coup ça fait voir autrement les objets, inévitablement. Je ne suis pas nécessairement un fanatique de l'art populaire, entre guillemets, d'autant que c'est une notion qui m'est un peu étrangère. Je pense que, surtout aujourd'hui, les frontières entre art populaire et art non populaire sont en train de fondre complètement. Donc c'est pas un sujet qui en soi me passionne, mais je dois dire que, à titre personnel, la période de l'art moderne est peut-être ce qui me parle le plus.
je suis aussi très intéressé par l'art contemporain, l'art actuel, l'art vivant. Mais c'est vrai que la période qui commence aux Demoiselles d'Avignon, au début du cubisme, et ensuite tout le grand mouvement de l'art moderne est probablement ce qui en moi a le plus de résonance. L'art moderne, à partir du cubisme, a intégré encore plus qu'avant toutes les imprégnations des civilisations non occidentales, et au point que maintenant on est véritablement dans une mondialisation de l'art qui n'est pas forcément un mouvement tout à fait passionnant d'ailleurs à mon sens, et qui a des éléments certainement très négatifs, notamment parce que l'art étant mondialisé devient totalement prisonnier d'un marché de l'art lui-même mondialisé, que ça entraîne des prix totalement déraisonnables, et que ça fait perdre la notion de la valeur réelle des œuvres. Et ça, je trouve que c'est assez dommage. C'est quelque chose qui est sans doute une tentation pour les artistes, hein. Se situer par rapport à un marché. Quelque part, on peut les comprendre, puisque leur objectif, c'est de diffuser leur création, de vendre et d'en vivre. Mais en même temps, il me semble que le véritable artiste est celui qui ne se laisse pas dominer par cette pression économique, et qui essaye de faire sortir de lui-même quelque chose qui profondément est son regard sur le monde. Et c'est ça ce qui va donner l'œuvre d'art, qui est souvent une souffrance, qui traduit une blessure, qui traduit quelque chose de très très fort, de très personnel. Et les artistes, les grands artistes parfois ne sont pas instantanément connus. En même temps, il faut bien évidemment se garder de la tentation inverse, consistant à dire que l'artiste maudit est le seul véritable artiste. Ça, ce serait également erroné. Justement, ce qui m'intéresse dans le regard des artistes, c'est qu'ils ont une autre manière de voir le monde que moi. Et donc, ils me font prendre conscience du monde beaucoup mieux que ne le font toutes les littératures d'essais, tout ce qui concerne la pensée rationnelle, les journaux, etc. Je pense que personne ne voit mieux le monde tel qu'il est, dans sa violence, dans sa brutalité, comme dans sa douceur, qu'un artiste. Et je pense par là, non pas forcément aux artistes plasticiens, mais je pense aussi aux écrivains, je pense aux cinéastes, aux vidéastes. Et comme de toute façon, la frontière entre les arts est en train de disparaître progressivement, il y a finalement l'art, il y a le point de vue de l'art, il y a le regard de l'artiste qui éclaire le monde. Et c'est ça qui est passionnant. Pour être très franc, je suis assez content de l'aboutissement de ma vie professionnelle. Je suis à un moment où ma vie professionnelle va s'arrêter, et je suis particulièrement fier d'avoir passé 5 ans à bâtir un musée. Je crois que c'est une expérience qui ne se retrouve pas souvent dans la vie d'un homme de culture. Avoir la chance d'être arrivé à Marseille alors qu'il y avait un terrain vague à la place de l'actuel musée, l'avoir vu grandir, en avoir défini le projet scientifique, le projet culturel, avoir préparé les premières expositions, et maintenant l'avoir vu fonctionner pendant 1 an, c'est quelque chose d'extrêmement passionnant, extrêmement satisfaisant. Donc ça, c'est vraiment, si c'était à refaire, je le referais, et je pense de la même façon. Maintenant, pour en arriver là, il s'est passé un certain nombre d'années où, bien sûr, les choses que j'ai faites étaient plus ou moins passionnantes, parfois assez austères, et d'un tout autre ordre que de l'ordre artistique. Je ne suis pas un homme de musée au départ, je ne suis pas un conservateur, je ne suis pas non plus ce qui pourrait être ce qui pourrait être attendu, je ne suis pas non plus un anthropologue. Alors qu'au fond, dans un musée de société, on pourrait imaginer que ce serait le profil idéal. En fait, je suis un administrateur lambda, entre guillemets, qui simplement a choisi le ministère de la Culture par passion. Parce que il y avait en moi quelque chose qui me faisait dire que je pouvais sans doute être utile à mon pays en travaillant
dans le domaine de la culture, plutôt plus que si j'étais au ministère de l'Équipement pour faire des routes et des ponts. Ça m'intéressait plus de voir naître des projets culturels, de développer la culture en France, d'y participer d'une manière ou d'une autre, à ma façon à moi, qui était celle d'un administrateur. Et donc, je pense que ça, c'est un choix, c'est un vrai choix que j'ai fait, je ne le regrette pas du tout. Mais néanmoins, par moments, on bifurque au milieu d'une quarantaine d'années de carrière, finalement, ça a été mon cas. J'ai fait des choses également très passionnantes dans un tout autre ordre d'idées. Par exemple, j'ai passé 3 ans à m'occuper de la réforme de l'État. C'est un peu bizarre pour arriver à finalement bâtir un musée. Mais c'est un sujet très passionnant. Réformer l'État pour qu'il fonctionne mieux, pour qu'il soit plus efficace, plus modeste, plus décentralisé, toutes sortes de sujets essentiels. C'est un sujet tellement énorme que jamais personne n'arrivera à le résoudre. En tout cas, c'est pas en 3 ans qu'on peut l'espérer. Mais ça m'a intéressé de participer à ce mouvement. Je suis d'une famille qui n'est pas spécialement portée sur la culture, mais même mon père était plutôt un juriste, mon grand-père aussi d'ailleurs, donc c'était plutôt un autre tropisme qui me... Mais néanmoins, dans ma famille, on lisait beaucoup. Et donc tout petit, j'ai beaucoup fréquenté les livres, la littérature. En revanche, on était très peu porté vers les arts plastiques, vers les musées. Très, très bizarrement, on allait peu dans les musées. Et donc j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Mais très tôt, par la littérature, j'ai découvert le monde, la complexité du monde, le fait qu'il pouvait y avoir autre chose que mon quartier, mon pays et mon milieu social. Et ensuite, plus tard, par les voyages, j'ai découvert les musées, j'ai découvert les œuvres d'art, et c'est devenu une vraie passion, en définitive. J'avais 17 ans, 18 ans quand j'ai commencé vraiment à voyager. J'ai commencé à voyager en Europe. À l'époque, dès que j'ai eu 18 ans, j'ai eu une 2 chevaux. Et avec des copains, dès qu'on le pouvait, on partait sur les routes. Et notamment, je me suis très rapidement passionné pour l'Italie. Et la vraie découverte pour moi de l'art, je pense, ça a été Florence. C'est très banal. Vous arrivez à Florence, quand vous arrivez aussi à San Gimignano, à Volterra, que vous découvrez la Toscane, c'est en tout cas ce qui m'est arrivé, une espèce de passion, quelque chose d'extraordinaire, une espèce de découverte. Le monde tout d'un coup se déplie. Et à partir de là, on a envie d'en savoir plus, on va voir autre chose. Et de même, les voyages vers les pays du Nord, vers la Hollande, vers les Flandres, vers l'Allemagne, ça a été aussi la découverte des écoles, l'école hollandaise, la peinture allemande. Tout ça m'a forgé une espèce de goût, je pense, pour la peinture européenne. Au départ de la Renaissance à l'âge classique, puis au XIXe siècle, et puis progressivement est venu un regard sur l'art moderne et l'art contemporain. Ça s'est fait petit à petit. Je pense que fondamentalement, les grands artistes sont des gens qui se sont frottés à leurs prédécesseurs, qui ont connu les grands maîtres et qui les ont imités même parfois au début. On parle toujours de Picasso, et quand on voit les débuts de Picasso au musée de Barcelone et qu'on compare avec le cheminement qu'il a fait, on s'en rend vraiment compte. C'est pareil pour Matisse, c'est pareil. Je pense que les très grands artistes, ils ont travaillé à partir de ce qui s'est passé. L'histoire de l'art est un cheminement, c'est pas quelque chose qui naît tout seul. Et les gens qui sont totalement autodidactes, qui n'ont rigoureusement aucune culture artistique, qui n'ont pas réfléchi à ce qui s'était passé avant, peuvent
capter l'air du temps et devenir de grands artistes, mais c'est quand même très rare. Fondamentalement, l'artiste réel est celui qui a beaucoup réfléchi à ce qu'est l'art et à ce qu'il a été, ce qu'il devient.